renseignement français en Afrique, des services confrontés à une concurrence internationale de plus en plus forte. On en parle avec deux grands spécialistes de l'Afrique invités du Grand Angle. Ces deux invités, deux journalistes, Antoine Glaser, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Hoffnung, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous publiez ensemble Nos chers espions en Afrique chez Fayard. Alors, Antoine Glaser, faut-il rappeler que vous avez été le fondateur de la Lettre du continent, son rédacteur en chef, je crois, pendant 26 ans. Et Nos chers espions en Afrique, j'ai compté, est votre 8e livre sur le continent africain. Et puis, Thomas Hoffnung, vous avez été journaliste, notamment au quotidien Libération pendant 15 ans. Vous avez publié aussi plusieurs livres sur l'Afrique, notamment sur la crise ivoirienne en 2011 et sur le scandale des biens mal acquis de la France-Afrique. Et vous travaillez aujourd'hui pour le site d'info The Conversation France. Alors, Antoine Glaser, les services français ont une longue histoire, on peut le dire, en Afrique, mais c'est une influence qui a été, comment dirais-je, augmentée sous le général de Gaulle et son âme damnée, Jacques Foccart. Absolument, c'est Jacques Foccart qui est le monsieur Afrique, on est toujours du général de Gaulle. C'est vrai qu'on disait toujours qu'il était le réseau des réseaux. Ça veut dire en même temps, c'était une période, la période historique de la guerre froide, où en même temps il avait les réseaux officiels, ce qui était à l'époque on le voit là, SDEC. On le voit, Jacques Foccart à l'arrière. Je crois que c'était avec le président Amadou Ahidjo du Cameroun. Ouais. Et c'est vrai qu'en étant le réseau des réseaux, il avait en même temps les services officiels, les services officieux, il avait ses propres hommes politiques. Ça veut dire, on oublie toujours que finalement c'est quand même De Gaulle à Londres, c'est à partir de l'Afrique. Ce sont les Africains qui ont en partie libéré la France. Et c'est vrai que le premier service, qui est le BCRA, qui était le bureau central du renseignement de Foccart en Afrique, c'est à partir vraiment du continent africain, du précaré des anciennes colonies. Donc, il y a une vieille tradition d'espionnage et de présence en Afrique. Il y avait ce que vous appelez à l'époque un PLR, c'est-à-dire un poste de liaison et de renseignement dans les présidences africaines. Absolument, ça veut dire qu'il y avait toujours le conseiller qui était l'agent français, qui était beaucoup plus que finalement un homme du renseignement. Très souvent, c'est un conseiller politique, comme on l'a vu en Centrafrique. Les types étaient finalement des proconsuls quelque part, parce que comme tous ces pays, ces chefs d'État n'avaient pas vraiment d'armée et de renseignement eux-mêmes, il y avait une sorte de substitution. C'était Foccart avec ses hommes qui se substituaient, qui faisaient les grandes oreilles à l'époque de toute la région. Alors vous dites, on peut dire que certains chefs d'État africains étaient vraiment des agents des renseignements français, par exemple l'ivoirien Houphouët-Boigny ou le gabonais Omar Bongo. Oui, alors agent, enfin disons qu'il y avait une convergence d'intérêts. C'était des honorables correspondants. C'était Omar Bongo était très heureux. Omar Bongo, il disait toujours, moi je suis au SDEC, etc. Il était heureux de montrer qu'il était dans le dispositif français du renseignement. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les dirigeants africains aussi savaient aussi comment instrumentaliser. Antoine Glaser l'a aussi raconté dans certains livres. Par exemple, on sait que Houphouët-Boigny a beaucoup influencé le général de Gaulle le général de Gaulle et Jacques Foccart pour intervenir pour soutenir la cause biafraise au Nigeria, donc à la fin des années 60. Et ça, c'est Houphouët-Boigny qui a réussi à instrumentaliser de Gaulle. C'est encore le cas aujourd'hui. La France, elle a toujours ce que vous appelez des présidents chouchous. Alors, bien sûr, des présidents chouchous, parce que, comme souvent ils disent dans les services, ils préfèrent toujours un diable qu'ils connaissent à un ange qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a une tendance quand même toujours il y a toujours un plus pour les présidents qui sont en place. Très souvent, parce que les services connaissent bien très souvent, comme sont des clans familiaux ou tribaux ou ethniques, connaissent bien tous les gens, les ramifications de ces chefs d'État. Et c'est vrai que tant qu'ils défendent les intérêts de la France, à partir de ce moment-là, il y a quand même une prime. Je veux dire, au-delà, vous savez, renseignement, justice et démocratie, ça va pas ensemble. Donc, pour avoir du renseignement, ces chefs d'État, ils sont quand même là pour savoir ce qui se passe dans la région. Thomas Hoffnung, on peut dire qu'aujourd'hui, l'engagement prioritaire des renseignements français, de la France en Afrique, c'est la lutte contre les djihadistes au Sahel. Absolument. C'est vrai qu'on a pensé qu'il y avait une forme de reflux de la présence française en Afrique. Enfin, les manifestes, par exemple, en termes de coopération, en termes de présence humaine et en termes économiques. On sait que la Chine est de plus en plus présente sur les marchés. Et donc, il y a eu un petit reflux aussi de la part des services de renseignement, mais avec le péril djihadiste dans le Sahel, la DGSE, donc le service de renseignement extérieur, a réinvesti les postes sur place, s'est appuyé sur des alliés locaux, on va peut-être en parler. Notamment les services de renseignement algériens qui jouent un rôle très important dans cette région du monde. Et on sait que le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Oui, c'est l'arrière-cour, le nord du Mali de l'Algérie. En même temps, ça qui est intéressant, c'est qu'on en parle dans le livre, il y a aussi une concurrence, pour ne pas parler de guerre des services, mais il y a une concurrence, une compétition très forte entre la DGSE, donc qui s'occupe du renseignement extérieur, et maintenant ce qu'on appelle la DGSI, l'ancienne DST, On peut qui a toujours été... c'est quoi les services de renseignement
renseignement français en Afrique? C'est la DGSE, c'est la DGSE. c'est les services extérieurs, Voilà, il y a la DGSI. services intérieurs. Qui est l'ex-DST, qui a toujours eu des entrées, par exemple, en Algérie, et également au Moyen-Orient, mais là, on sort de notre zone, Ouais. et qui a tendance à essayer d'étendre un petit peu ses positions, notamment en Afrique donc subsaharienne, du côté du Gabon, par exemple. Ouais. Il y a aussi Et les puis, renseignements militaires. Voilà, et puis il y a le renseignement militaire. Il y a une sorte de division des tâches, normalement, qui s'opère, c'est-à-dire que la DGSE fait le renseignement en amont, par exemple, d'un conflit, et quand le conflit éclate, c'est le renseignement militaire qui intervient. Justement, fait, qui dirige? C'est très bien sur le papier, mais Oui. le problème sont les sources. Oui. Ça veut dire quand vous avez des types qui ont des sources, des Africains, un Touareg, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la région, il y a une concurrence entre services français en disant ah bon, tu connais un tel, et c'est vraiment, il y a aussi un problème aussi de technologie. Ça veut dire que c'est vrai que la DGSE, avec ses grandes oreilles, a quand même une prime par rapport aux autres services. Ça veut Donc dire les services français ne collaborent pas sur le terrain, c'est plutôt la guéguerre? c'est compliqué, c'est un peu comme dans les administrations à Paris, bien sûr, ils sont supposés, vous savez, il y a toujours les types, quand ils vous racontent les réunions des gens des services, des chefs des services, ils disent toujours comment ça s'est passé, ils disent c'est à celui qui parle le moins. Ouais. Voilà. Mais qui dirige les services? C'est l'Élysée? C'est le ministère de la Défense? C'est un peu les deux? Alors, effectivement, c'est une question importante parce que la DGSE a un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle est sous la tutelle administrative du ministère de la Défense, mais en réalité, dans les faits, elle est à la main de l'Élysée. On sait que c'est vraiment un instrument très important d'autorité, de pouvoir du président. Donc il y a parfois des tensions entre la Défense et l'Élysée, alors? Oui, alors c'est ce qu'on raconte dans le livre. Par exemple, sous le précédent quinquennat de François Hollande, il y avait des tensions très fortes entre Bernard Bajolet, qui était le directeur de la DGSE de l'époque, et Jean-Yves Le Drian, ancien diplomate, et donc qui connaît François Hollande personnellement, et qui considérait qu'il n'en référait qu'au président, en contournant sa tutelle administrative, celle du ministère de la Défense. Donc ça crée des tensions. Alors vous parlez aussi dans le livre de la concurrence dont on a parlé de la Chine tout à l'heure, mais il n'y a pas que la Chine, il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, les pays, les monarchies du Golfe. Bien sûr. C'est un terrain de jeu, si j'ose dire. Je veux dire, je pense que ça sera vraiment, il y aura une sorte de guerre demain multipolaire, ça sera en Afrique. Pour les matières premières stratégiques, vous avez bien évidemment les grands pays, on parle toujours de la Chine, mais par exemple la technologie israélienne est extrêmement appréciée des chefs d'État africains, parce que pour les écoutes et autres, ils font vraiment appel aux Israéliens dont on n'entend pas parler. J'ai appris d'ailleurs dans votre livre que les services, secrets du Cameroun, en fait, ils sont sous-traités par le Mossad israélien. Depuis 1984, quand il y a eu une tentative de coup d'État depuis avril 1984, c'est vrai que Paul Biya considérait que finalement la France soutenait tôt l'ancien président Amadou Ahidjo avec qui il était en conflit et a totalement mis à l'écart la DGSE et a commencé à travailler qu'avec le Mossad. Ça doit être assez efficace puisqu'il est toujours au pouvoir. Il est toujours au pouvoir et c'est vrai qu'on les voit, ils sont en tenue. Ça veut dire les officiers, enfin les chefs de ces services secrets sont obligés d'apprendre l'hébreu. Ça veut dire les Camerounais, ils apprennent l'hébreu parce que pour pas qu'on comprenne ce que les autres racontent. Ouais. Alors on peut dire que malgré tout, et après ce qu'on vient de dire, il y a un recul, je dirais, sinon de l'influence, en tout cas de l'efficacité des services français en Afrique. Par exemple, il y a l'exemple de Djibouti, où on voit que la concurrence est féroce. En fait, je dirais que la DGSE est de plus en plus performante en termes de renseignements technologiques, techniques, avec cet instrument dont elle dispose et que lui envient les autres services d'ailleurs en France, qui est l'instrument d'interception des communications. C'est un instrument très performant. La France est sans doute une des meilleures puissances, une des puissances les plus performantes dans ce domaine. Sur le renseignement humain, je pense qu'on perd un petit peu de terrain. D'abord, comme l'a dit Antoine, comme on vient de le dire, l'Afrique se mondialise. Donc les présidents africains peuvent utiliser différents services, jouer par exemple les Israéliens contre les Français. Mais par ailleurs... À une période aussi du temps de Foccart, quand il y avait 50 000 Français à Abidjan, avec tous les coopérants, les types étaient le ministère du Plan, était surnommé le ministère du Blanc, il y avait des types partout. Mais c'est évident qu'il n'y avait pas un criquet qui se stridulait en Afrique sans que les services soient au courant. Alors, vous parlez de plein de choses dans ce bouquin qui est passionnant. Alors, quand on parle des espions français en Afrique, on doit évoquer les réseaux corses. Pourquoi les Corses sont si influents en Afrique ? Parce qu'ils ont ce sont des honorables correspondants, parce que renseignement et justice, ça fonctionne pas ensemble. Et c'est vrai que ce qui prime, c'est le renseignement. Comme ils ont les casinos, les PMU, ils connaissent toutes les nomenclatures africaines, ils ont leur entrée dans les palais. Et vous savez, enfin, si vous connaissez un peu la Corse, c'est-à-dire en Afrique, la politique, c'est la famille. C'est pareil en Corse. Donc il y a une proximité aussi entre les chefs d'État, au-delà même des nationalités. Et quand on voit, par exemple, le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est pas moi qui le dis, c'est lui dans une interview au Monde.
Monde où il disait mais Michel Thomy, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est marrant que vous parliez de Michel Thomy. C'est mon frère. On vient d'apprendre qu'il n'y aurait pas de procès. Ah non, oui. Donc, il a plaidé coupable, c'est pas la première fois, absolument. On veut éviter peut-être un déballage de linge sale en public, parce que je crois que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de procès public. Et c'est vrai qu'on le voit, on le raconte dans le livre, c'est que les guerres franco-françaises se jouent toujours un peu en Afrique. Et par exemple, c'était le cas au Congo-Brazzaville et au Mali, où Michel Thomy ou Bernard Squarcini, qui dirigeait la DGSI, ont un rôle. Voilà, et donc on voit que la guerre entre la gauche et la droite, parfois, se répercute et se joue aussi en Afrique. Le temps passe très vite. Est-ce que le profil des espions a changé? Le recrutement aussi des espions? Oui, il y a je veux dire, absolument. Comme l'a dit Thomas, c'est la technologie, c'est la technicité maintenant qui prime. Certains, au niveau renseignement humain, je veux dire, il y a ce qu'ils appellent les proxys. Il faut trouver aussi beaucoup plus d'intermédiaires, Touareg, Corse ou autres. Et c'est vrai que les types sont beaucoup moins en contact. C'est vrai qu'ils ont un rôle moins politique auprès des chefs d'État africains, comme du temps de Foccart. Mais encore une fois, pour évidemment les gens de mon âge qui ont connu la guerre froide, ça veut dire où vraiment la France n'avait pas de concurrence, il y avait un monopole, il y avait un système intégré politique, militaire, financier. Et évidemment, les espions étaient complètement en osmose avec ce système. Est-ce que les civils français qui vivent en Afrique sont parfois sollicités par les services? Parce que j'ai vu, par exemple, que les Anglais, c'est très courant. Oui. Oui, on le raconte aussi dans le livre, l'ancien ambassadeur français au Burkina Faso regrettait justement que ses concitoyens sur le terrain au Burkina Faso soient réticents en fait, à donner des informations. Il leur disait, si jamais vous voyez quelque chose de suspect, n'hésitez pas à nous le dire. Et en fait, il y a quand même une suspicion qui se maintient vis-à-vis des services de renseignement français. De la part des Français. Alors que les Anglais, chaque Anglais est un James Bond de la reine. En tout cas, pour savoir tout ce qui se passe dans les services secrets français en Afrique, aussi comment dirais-je, les réseaux africains qui collaborent avec les réseaux français, avec les services français. Tout ça est dans votre livre. Donc, Nos chers espions en Afrique chez Fayard. Merci Antoine Glaser. Merci Thomas Hoftung. Ça passait beaucoup trop vite, mais je renvoie à cet excellent livre. Merci à vous. On ouvre